Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle page de l'actualité environnementale. Au sommaire, la ville de Kinshasa, en RDC, est sur les creux d'eau suite au débordement du fleuve Congo après une série de fortes pluies. Cette catastrophe a causé d'énormes dégâts. Le point dans ce journal. Les autorités camerounaises se sont engagées à réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Un engagement qui permettra de promouvoir le développement durable dans différents secteurs. Et puis au Gabon, le président de la transition, Oligui Nguema, a réajusté sa décision sur l'abattage des éléphants suite à la diminution du nombre de cette espèce. À suivre dans un instant. C'était donc les titres de l'actualité du jour. À présent, le journal. Le gouvernement togolais, en conseil des ministres, face aux enjeux sécuritaires maritimes, a examiné et validé la création d'une unité togolaise de garde-côtes. Une initiative adoptée le vendredi 12 janvier afin d'assurer une protection maximale de nos côtes. Léon Sagbo nous en parle. La pollution de la mer, les trafics opérés hors des zones de surveillance, la piraterie et d'autres incidents du secteur maritime sont des défis que veut relever le gouvernement togolais. Pour mieux surveiller les eaux togolaises, une unité spécifique sera dédiée à cette cause. Pour les autorités, c'est des challenges qui exigent une prise en charge particulière, distinguant les missions de défense de celles de l'action civile de l'État en mer. Il s'agit d'une unité spéciale de garde-côtes qui répond au besoin de mettre en place une structure de surveillance permanente de l'espace maritime national. Elle permettra de cette façon de renforcer l'organisation interministérielle de l'action civile de l'État en mer et d'améliorer ses performances en matière de coordination, interadministration et de coopération. Étant une partie entière de la création de richesses, l'économie maritime se distingue par son dynamisme. Avec le poids économique du port autonome de Lomé et les performances dont il est porteur, le gouvernement met donc les bouchées doubles pour rendre encore plus sûres les eaux territoriales togolaises. Pendant que le fleuve Congo débordait, de graves inondations se sont propagées dans certaines parties de la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa. C'est la deuxième fois que ce fleuve sort autant de son nid après celui de 1961, occasionnant d'énormes dégâts. Le commentaire est signé Léonce Sagbo. Les rues de Pompage, l'un des quartiers les plus populaires de Kinshasa, se sont transformées en rivières. Les habitants utilisant des pirogues pour évacuer sont contraints d'abandonner leurs maisons inondées. Les inondations ne sont pas une nouveauté à Kinshasa, puisque le même phénomène s'était produit en 1961, où le fleuve le plus profond de la planète avait quitté son nid après de fortes pluies. Mais l'ampleur de ces récentes inondations est sans précédent. Face au désastre, les sinistrés du quartier s'organisent comme ils peuvent, en construisant des pirogues ou de petites pirogues eux-mêmes pour sauver leurs familles et biens des maisons inondées. Certains citoyens se plaignent de l'absence de l'État face à la gravité des inondations de ces quartiers populaires, précisant qu'il serait réconfortant de voir les autorités s'en soucier. Au même moment, au Congo voisin, les inondations ont poussé des centaines de milliers de personnes à avoir un besoin urgent d'aide, a déclaré les Nations Unies. Les précipitations sont 2 fois plus supérieures à celles enregistrées entre 2022 et 2023, ce qui fait que les inondations ont détruit et endommagé des établissements de santé, des écoles et des milliers de maisons selon l'Organisation mondiale de la santé. Ces inondations se sont produites le long des rives du fleuve Ubangi au Congo. Les Nations Unies préviennent qu'elles pourraient entraîner des maladies d'origine hydrique comme le choléra et entraver l'accès aux soins de santé adéquats. En début du mois de janvier 2024, l'Agence rwandaise de météorologie a mis en garde les populations contre les précipitations inhabituelles qui devaient s'abattre dans certaines régions du pays au cours du mois de janvier, appelant les autorités à prendre des mesures nécessaires. Pour les habitants de ces régions, ceci les rappelle de mauvais souvenirs du mois de mai 2023 où la pluie a tout emporté. L'une des pires inondations que le Rwanda ait connues depuis plus de 70 ans. Suivant.
Selon l'agence météorologique du Rwanda, certaines régions du pays devraient connaître une pluviométrie assez inhabituelle au cours du mois de janvier 2024. L'agence a mis en garde contre les précipitations de 30 à 250 mm qui pourraient entraîner des inondations dans certaines régions du pays, notamment dans les parties sud-ouest du pays. Météo Rwanda appelle ainsi la population à être vigilante. En 2023, le Rwanda a connu des pires pertes liées aux inondations causées par les précipitations excessives. En mai 2023, de fortes pluies se sont abattues sur plusieurs régions du Rwanda, causant des inondations qui ont coûté la vie de 135 personnes et détruit près de 6000 maisons et bien d'autres infrastructures au nord et à l'ouest du pays. Après ce drame, le gouvernement rwandais essaie toujours de venir en aide aux sinistrés dont la vie a totalement changé. L'une des mesures prises est d'évacuer les habitants des zones dites à haut risque pour éviter les prochaines catastrophes. Selon Hussein Bizimina, spécialiste en modélisation hydraulique, ces catastrophes naturelles sont des conséquences du changement climatique. Selon les données collectées, dans certaines zones, les pluies atteignent jusqu'à 12 mètres de hauteur avec une vitesse de 50 mètres par seconde. Il s'agit des précipitations les plus abondantes jamais enregistrées au Rwanda dans son 16 ans. En l'espace de 5 ans, le Rwanda a enregistré plus de 7900 catastrophes naturelles qui ont emporté 1209 personnes, parmi lesquelles 200 ont été victimes des pluies torrentielles. Toujours en République démocratique du Congo, plusieurs villes, notamment Kinshasa, ont les pieds dans l'eau depuis des inondations qui ont fait plus de 300 morts en décembre 2023. Face au bilan qui ne cesse de s'alourdir, le gouvernement congolais appelle à une solidarité et un secours d'urgence pour sauver le maximum de vies. Alessandra Descombi. L'appel à la solidarité à faveur des victimes de la catastrophe climatique qui a frappé Kinshasa le 13 décembre 2023 a été lancé par Modeste Muchinga Mutushayi, le ministre congolais des Affaires sociales, des Actions humanitaires et de la solidarité nationale. C'était à l'issue d'une réunion organisée le 5 janvier dernier dans la capitale congolaise pour dresser le bilan de ces inondations. Environ un mois après la survenue du drame, le plus meurtrier depuis 1960 selon la Régie des voies fluviales de la RDC, la barre des morts a franchi 300 morts. La Régie des voies fluviales indique que les victimes se comptent dans différents quartiers de Kinshasa ainsi que dans plusieurs autres villes de la RDC qui bordent le fleuve Congo. Il s'agit des villes situées dans les provinces de la Chopo, Mongala, de l'Équateur, du nord et du sud d'Ubangi, Kilu, Maï-Ndombe, Congo central, Kasai, Kasai central, Sud Kivu et Chuapa. Ces inondations ont également détruit plus de 43 000 habitations, 1325 écoles, des centres de santé, des marchés publics ainsi que des routes. Et le bilan ne cesse de s'alourdir à en croire les autorités nigériennes. Les inondations de Kinshasa ont aussi affecté plus de 300 000 ménages, les exposant à des risques de maladies d'origine hydrique. Car les fortes pluies qui sont tombées dans la plus grande ville de la RDC en décembre 2023 auraient également détruit les réseaux d'eau potable. Ce sont ces précipitations exceptionnelles accentuées par le changement climatique qui ont poussé le fleuve Congo à sortir de son lit, paralysant jusqu'à aujourd'hui la vie de nombreux habitants ainsi que les activités économiques dans plusieurs villes du pays le plus peuplé d'Afrique centrale. Une assistance financière et matérielle est donc plus que jamais nécessaire en RDC. Ces ressources permettront de sauver des vies humaines encore menacées dans le pays et d'assurer la prise en charge holistique des communautés affectées par les inondations. Ces ressources devraient être mobilisées aussi bien auprès de la communauté nationale qu'internationale aux fins de permettre un déploiement plus efficace des équipes sur le terrain du sinistre du 13 décembre 2023 à Kinshasa. Le Cameroun possède une riche biodiversité, abritant 92% des écosystèmes africains et hébergeant un grand nombre d'espèces animales et végétales.
Cependant, cette biodiversité est fragile avec un pourcentage élevé d'espèces menacées. À cet effet, le pays s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 35% d'ici 2030 et à promouvoir le développement durable à travers des initiatives telles que l'agriculture durable, l'énergie propre et l'écotourisme. Regardez. La forêt équatoriale couvre près de 45% de la superficie du Cameroun, soit 22 millions d'hectares. Le pays, communément appelé l'Afrique en miniature Cameroun, renferme 92% des écosystèmes africains. Quatrième diversité biologique d'Afrique, le Cameroun abrite 335 espèces de mammifères, 913 espèces d'oiseaux et 542 espèces de poissons. Un riche patrimoine pourtant fragile avec 10% d'espèces florales et environ 815 espèces fauniques menacées d'extinction. Face à la dégradation des écosystèmes, le gouvernement camerounais s'emploie à la gestion durable des forêts, de la faune et de la flore nationale. Au Cameroun, les changements climatiques affectent 110% de la population, principalement dans les régions côtières, dans le septentrion et dans la région de l'Ouest. Le pays a identifié l'augmentation du puits de carbone, la limitation de la déforestation et la dégradation des terres comme piliers du développement durable. Le Cameroun s'est engagé à réduire 35% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 en se concentrant sur l'agriculture, l'énergie, la foresterie ou encore l'écotourisme. Selon Jules Doré Ndongo, ministre de la Forêt et de la Faune, pour l'année 2024, il faut veiller au reboisement, à la protection de la faune et de son habitat et veiller à la reproduction de telle sorte que les animaux de la classe A puissent continuer à évoluer. La forêt équatoriale fournit des biens essentiels tels que la nourriture, les médicaments, le combustible et des matériaux de construction à la population rurale du pays. La contribution du secteur forêt-faune est de 4% du PIB. La valeur brute des bénéfices économiques de ce secteur est estimée à près de 150 milliards de francs CFA par an. Après le feu vert donné aux populations de tuer les éléphants qui ravagent les plantations ou cassent les maisons, le président gabonais de la transition revient sur sa décision. Accordant une place de choix à l'humain, le général Brice Clotaire Oligui Nguema reconnaît que le règlement des conflits hommes-éléphants doit se faire dans le strict respect de la loi. Cette précision a été appuyée par un communiqué du ministère gabonais de la Justice sur les conditions régissant l'abattage des éléphants ravageurs. Alessandra Adekambi nous en parle dans ce récit. Le gouvernement gabonais de transition a revu sa décision sur l'abattage d'éléphants ravageurs de culture. Lors de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An le 4 janvier 2024 au palais présidentiel à Libreville, le chef de l'État a signalé que le règlement du dit conflit homme-éléphant au Gabon doit se faire dans le strict respect de la loi. Au cours de la même journée, un communiqué du ministère de la Justice a apporté d'amples détails sur cette mise en garde du président gabonais de la transition. Selon le ministère, les mesures prises par le président de transition se fondent sur l'article 172 de la loi numéro 01601 du 31 décembre 2021 portant code forestier en République gabonaise qui stipule que on attend par légitime défense l'acte de chasse prohibé pratiqué dans la nécessité immédiate de sa défense de celle d'autrui ou de sa récolte. Le communiqué du ministère de la Justice rappelle par ailleurs qu'en dehors de la légitime défense, les espèces animales intégralement protégées, notamment l'éléphant, ne peuvent être chassées ou capturées. Ainsi, les auteurs d'actes de braconnage s'exposent à des poursuites judiciaires et à des peines aussi bien criminelles de 15 ans de réclusion que délictuelles de 3 mois à 6 mois, outre la peine d'amende d'1 million à 10 millions de francs CFA. Ce recadrage apporté par le gouvernement gabonais sur l'abattage d'éléphants ravageurs est consécutif à la vive polémique soulevée par l'annonce faite en début du mois de décembre 2023 par le président de la transition. Lors d'une tournée à l'intérieur du pays,
Il a rencontré et échangé avec les populations qui lui ont présenté leurs préoccupations, parmi lesquelles les affres du conflit hommes-éléphants. Sans langue de bois, le chef de l'État a demandé de tuer les éléphants qui s'en prennent aux cultures et de libérer toutes les personnes emprisonnées pour avoir abattu un pachyderme. Depuis l'annonce d'Oligui Nguema, des médias locaux rapportent qu'au moins 4 éléphants auraient déjà été tués. Au Nigeria, la raffinerie de pétrole du richissime homme d'affaires Aliko Dangote est officiellement entrée en service la semaine dernière. La méga infrastructure pétrolière d'une capacité de 650 000 barils par jour produit désormais du diesel et du carburant pour avions et voitures. Elle devrait avoir la plus grande capacité de raffinage de pétrole brut sur le continent africain et contribuer également à mettre fin à la dépendance du Nigeria à l'égard des importations de carburant. Retrouvons Rafi Toumbekou dans ce commentaire. Lancée depuis 2013, la méga raffinerie de pétrole construite au Nigeria par le milliardaire nigérian Aliko Dangote est désormais opérationnelle. D'une capacité maximale de 650 000 barils par jour, la raffinerie Dangote va produire du carburant pour avions et voitures, ainsi que du gaz de pétrole liquéfié. Elle contribuera à mettre fin à la dépendance du Nigeria, en particulier à l'égard des importations du carburant, et devrait avoir la plus grande capacité de raffinage de pétrole brut sur le continent africain. Construite dans la zone franche proche du nouveau port en eau profonde de Lekki, à l'est de Lagos, capitale économique du Nigeria, l'installation de cette raffinerie sur 2635 hectares a coûté environ 19 milliards de dollars selon les médias locaux. Le groupe qui ambitionne, avec cette raffinerie, de répondre aux besoins en carburant du pays n'a pas précisé quand son installation atteindrait sa pleine capacité de production, ni quand commencerait la production d'essence. La méga raffinerie doit permettre au pays de 215 millions d'habitants non seulement d'en finir avec les fréquentes pénuries de carburant qui empoisonnent la vie quotidienne dans ce pays le plus peuplé d'Afrique, mais également d'augmenter la qualité du carburant en circulation. Bien qu'il soit le plus gros producteur de pétrole brut d'Afrique, le Nigeria importe jusqu'à présent la quasi-totale de son carburant en raison des défaillances de ses raffineries d'État. L'énergie solaire gagne du terrain de plus en plus dans les foyers sociaux de leur impact environnemental et de leur indépendance énergétique. Avec des avantages allant de la réduction des factures d'électricité à une contribution à la lutte contre le réchauffement climatique, les panneaux solaires représentent une solution d'avenir. Rafitou Mberekou. De nos jours, de plus en plus de monde investit dans l'énergie solaire. Opter pour les panneaux solaires, c'est avant tout choisir une source d'énergie renouvelable et inépuisable. En exploitant la puissance du soleil, les panneaux solaires photovoltaïques convertissent l'énergie solaire en électricité utilisable au quotidien. Ce processus réduit la dépendance vis-à-vis des fournisseurs d'électricité traditionnels en protégeant les utilisateurs contre les fluctuations des prix de l'énergie. Dans certains cas, une installation solaire bien dimensionnée peut même conduire à une autonomie énergétique complète, transformant une maison en une entité autosuffisante en énergie. Ainsi, pour faire un pas vers un mode de vie plus écologique, il faut tout simplement commencer par l'installation des panneaux solaires. Celui-ci réduit l'empreinte carbone et contribue activement à la lutte contre le réchauffement climatique. De plus, les panneaux solaires ne produisent pas de gaz à effet de serre lors de leur fonctionnement, ce qui en fait une alternative propre et respectueuse de l'environnement. Les panneaux solaires peuvent également augmenter la valeur de la propriété, rendant une maison plus attrayante pour les habitants. Par ailleurs, il est primordial de savoir choisir et installer des panneaux solaires. En ce sens, il est nécessaire de comprendre les différences entre les types de panneaux disponibles. Les panneaux monocristallins, réalisés à partir de silicium de grande qualité, offrent une efficacité supérieure, idéale pour les espaces limités, tandis que les panneaux polycristallins, plus abordables, offrent un équilibre idéal entre efficacité et prix,
convenant parfaitement aux espaces suffisants pour une installation plus étendue. Par exemple, la puissance des panneaux solaires, mesurée en watts, est un élément clé à considérer. Elle détermine la quantité d'électricité que les panneaux peuvent générer et pour choisir la puissance convenable, il faut commencer par évaluer la consommation énergétique. Pour ce faire, il est également important de connaître les dimensions de la toit ainsi que le niveau d'ensoleillement dans la région. Avec les progrès technologiques, les panneaux deviennent plus efficaces, permettant une production d'énergie optimale même dans des espaces restreints. Des champs de ruines à la place des édifices ou des espaces naturels, c'est le triste visage que présentent certaines régions où la guerre a fait ravage. De la pollution des sols en allant à la déforestation, les conflits armés font des victimes environnementales en plus des pertes en vies humaines. Vivace Amana. Au-delà des morts qu'ils engendrent, les guerres et les conflits armés ravagent la planète. De la pollution chimique des sols aux effets sanitaires délétères en passant par la déforestation, les conséquences directes et indirectes des conflits armés sur l'environnement sont nombreuses. Après plus de 50 jours de conflits armés entre le Hamas et Israël et près de 2 années de guerre entre la Russie et l'Ukraine, les victimes se comptent par milliers et l'environnement n'est pas épargné. Les terres sont ravagées par des munitions explosées ou non. Les sols subissent une pollution chimique par l'uranium appauvri et des substances radioactives. Dans certaines zones, les ravages des champs de bataille sont tels que les zones entières se retrouvent coupées du reste du monde. Une situation qui rendra difficile la régénération de cette terre complètement amochée pour les décennies. L'historien de l'environnement et chercheur au CNRS, au Centre de recherche historique Fabien Loucher, déclare que lorsqu'on parle d'impact environnemental des guerres, il y a 2 choses. D'abord les impacts des conflits déclarés qui se traduisent en combat et ceux de la préparation. En effet, la mobilisation des ressources que nécessite une guerre peut avoir lieu très loin du champ de bataille et avec des effets directs très importants. Pourtant, les effets visibles restent difficilement mesurables. Récemment, seule l'ONG environnementale Greenpeace s'est prêtée à un exercice très périlleux en essayant de répertorier les destructions environnementales causées par la guerre en Ukraine. Par les années antérieures, la guerre du Pacifique avait eu pour conséquence environnementale la déforestation de l'hémisphère sud par les États-Unis. Également, les essais nucléaires détruisent des régions et sont responsables de la multiplication des cancers entre les années 1960 et 1990. C'est ainsi que se referme cette page de l'actualité environnementale. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Grand TV International.